Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec Thierry Blandinière. Bonjour, directeur général d'Invivo. Je suis avec Raphaël Legendre. Bonjour Thierry. Qui m'accompagne à 8h15. Le groupe Invivo, on rappelle, plus grosse coopérative agricole française. Vous êtes de la ferme à la fourchette. Vous êtes un peu partout sur la chaîne agriculture, négoce international de grains agroalimentaires, retail, plus de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On va commencer avec cette récolte de blé qui est très mauvaise. C'est la pire depuis 1983. Quel est l'état d'esprit là actuellement ? La rentrée va être difficile pour les agriculteurs puisque effectivement ils auront une baisse de revenus de près de 25% dans la mesure où les prix mondiaux ne changent pas puisque la récolte mondiale est quand même abondante. Donc une double peine pour les agriculteurs qui nécessitent de les accompagner dans ce moment difficile. Donc par des avances de trésorerie, je pense que la FNSEA est montée en première ligne pour expliquer tout ça. Donc j'espère que les aides vont arriver pour faciliter la trésorerie et préparer la nouvelle campagne. Les avances de trésorerie, c'est un des sujets de colère du monde agricole. Des promesses avaient été faites du gouvernement sortant, notamment pour des prêts de trésorerie venant de la BPI qui n'arrivent pas. C'est ce que dénonce notamment Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA. Cette colère, vous la sentez toujours présente dans le monde agricole ? La difficulté, c'est qu'il y a eu une dissolution, effectivement, en mois de juillet, au moment où la loi agricole devait être votée. Et donc, tout est suspendu aujourd'hui. Donc, ça génère beaucoup d'inquiétudes, couplé au fait que la récolte de blé est très faible. Ça crée beaucoup de tensions dans les campagnes. Et donc, il est important que le nouveau, on l'espère, Premier ministre et nouveau gouvernement agissent très vite pour faire passer cette loi agricole, qui est un engagement. Il faut la garder telle qu'elle. Il faut déjà la garder telle qu'elle, voire l'améliorer encore dans le sens de l'agriculteur, mais la garder telle qu'elle. Je crois qu'il y avait un large consensus politique autour ça fait de partie cette des loi choses sur lesquelles il y a un accord. Et j'espère que normalement, il y a un deal qui est passé entre les différents partis politiques pour, quelque part, quel que soit le gouvernement, voter cette loi. C'est essentiel pour envoyer un signal positif au monde agricole français. On a vu vous savez, cette campagne depuis un an, des panneaux d'entrée de ville qui étaient retournés comme signe de mécontentement, effectivement, des producteurs. Ça, on le voit beaucoup moins. On l'a beaucoup moins vu cet été. C'est quand même. Alors, moi, je me suis baladé dans le sud-ouest, qui est ma région natale. Je peux vous dire que les panneaux n'ont pas été remis à l'endroit. Donc, quelque part, il y a une attente très, très forte. Je suis intervenu plusieurs fois dans le Gers, dans les Landes, dans des tables rondes. On sent qu'il y a une demande très forte de reconnaissance du métier de l'agriculture, de reconnaissance du critère de la souveraineté qui est essentiel dans la loi agricole pour remettre au centre du jeu le fait de produire plus, mieux et durable. Parmi les solutions pour que les agriculteurs vivent mieux de ce qu'ils produisent, il faut évidemment faire baisser les coûts, faire augmenter la taille de certaines exploitations. Vous êtes devenu régisseur d'exploitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi certains syndicats sont contre ? En fait, il y a tout l'enjeu de préserver le potentiel de production. Donc, dans les transmissions aujourd'hui des exploitations, il est essentiel de voir comment garder ce potentiel de production. Donc, on favorise bien évidemment les jeunes agriculteurs pour qu'ils s'installent le plus possible. Mais dans la mesure où, effectivement, il peut y avoir des trous dans la raquette, c'est important d'apporter des services. Et l'Union Niveau doit apporter des services avec ses coopératives. Alors, quand on parle de prestation de services, c'est au niveau de l'Union Niveau, mais ça peut être aussi au niveau des coopératives ou ça peut être aussi accompagner des syndicats ou des chambres d'agriculture qui veulent effectivement continuer à développer le potentiel de production de la ferme France. Alors quel est le problème ? C'est juste de l'accompagnement en fait. C'est de l'accompagnement. On n'est pas là pour racheter des terres, on est là juste pour entretenir les terres et organiser on va dire, le service pour qu'il soit de plus en plus compétitif. La compétitivité est essentielle aujourd'hui. Vous le voyez bien, le prix mondial, c'est pas la loi Egalim qui va le décider. Donc, quelque part, c'est une cotation à Chicago. Donc, il faut qu'on soit compétitif. Et pourquoi les syndicats sont contre ? Mais les syndicats, et c'est bien normal, ont envie, et nous on souhaite effectivement que les jeunes agriculteurs s'installent le plus possible. Ça, franchement, on poussera cette idée. Pour autant, il faut aussi préparer des alternatives dans l'hypothèse où on aurait des difficultés à continuer à produire dans certaines exploitations. Sur l'inflation, on l'a dit, on a eu les chiffres vendredi pour la France, sous les 2%. L'alimentation, elle, parfois est passée carrément en négatif avec une baisse des prix. L'inflation, ça a aussi permis aux agriculteurs de refaire leur marge, de pouvoir augmenter les prix. Là, on change complètement de monde. Est-ce qu'il faut souhaiter quand même une inflation minimum ou est-ce que la situation macroéconomique actuelle vous va ?
Aujourd'hui, le cours des céréales est autour de 200-220 euros la tonne. Il est certain que les charges ont augmenté et qu'il faut plus cibler un prix autour de 240-250 euros pour que tout le monde s'y retrouve. Donc ce n'est pas un potentiel d'inflation très important, c'est juste de réguler la chaîne de valeur et de pouvoir préserver un revenu décent pour l'agriculteur. Ça sur les externalités, sur les intrants, sur l'engrais, sur tous ces produits-là, sur le coût de l'énergie, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelle est la dynamique? On est plutôt sur une baisse effectivement du coût de l'énergie, c'est une bonne nouvelle. Ça va mieux. Ça va mieux. Donc l'enjeu sur les engrais, c'est d'investir dans les engrais verts, décarbonés. Tout l'enjeu maintenant, c'est comment décarboner la chaîne alimentaire, démontrer que l'agriculture fait partie de la solution et pas du problème. Et donc, à nous aussi de mobiliser toutes nos parties prenantes pour développer des engrais verts à base de biocontrôle, de biodynamie notamment. Et ça, on travaille beaucoup là-dessus. On a un énorme projet d'engrais verts avec un projet qui s'appelle Fertilgy, qui a été classé dans Choose France comme le projet leader, financé par différents investisseurs, pour relocaliser la production d'engrais à base d'énergie électrique. Et on dit souvent que vert, c'est plus cher. Est-ce que ça veut dire que les coûts de production pourraient augmenter dans les années à venir? On a eu cette vague d'inflation quand même très forte depuis un an ou deux. Est-ce que cette montée en qualité aussi veut dire aussi une montée en prix? Alors c'est sûr qu'il y a un écart de prix aujourd'hui entre des engrais verts et des engrais, on va dire, à base de pétrole ou de gaz. Pour autant, ça serait intéressant que les politiques publiques s'en emparent pour assurer une compensation du prix, au moins les premières années, le temps que les nouveaux outils industriels qui vont s'installer deviennent compétitifs. Vous appelez à des aides. Voilà. Donc on appelle à des aides, c'est notre projet, pour compenser l'écart de prix au moins les 5 prochaines années. Et nous, InVivo, on achète pratiquement 35% des engrais en France. On est capable de remplir 3 usines. Donc quelque part, voilà, on tend la main et on se dit s'il y a une compensation au niveau des prix pour accompagner la transition, et Dieu sait qu'il y aura un impact très favorable, puisqu'on pourra demain communiquer que les céréales françaises seront complètement décarbonées, neutres en carbone, et c'est l'enjeu sur le long terme. Ça permet de réconcilier, produire plus, mieux et quelque part durable. Au menu du futur gouvernement, Egalim 4, l'organisation des négociations commerciales, on a vu sur les 10 derniers jours Lidl, Système U, Intermarché dire qu'ils étaient pour des négociations tripartites où on commence d'abord par négocier avec les agriculteurs et puis ensuite seulement on peut aller vers les distributeurs. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Alors ça dépend de quoi on parle en termes de filière. Donc sur les produits agricoles, première transformation, fruits et légumes, c'est normal qu'il y ait une discussion directement avec les agriculteurs. Ensuite, quand il y a plusieurs étapes de transformation, il faut faire attention à ne pas squeezer les outils de transformation en négociant un prix élevé avec les agriculteurs et en imposant un discount avec les transformateurs, puisqu'il s'agit quand même d'emplois importants dans l'agroalimentaire. Ça peut atteindre la valeur quand même de la transformation. Donc il faut bien trouver le point d'équilibre et regarder comment que chacun y trouve son compte en fait. On ne peut pas que l'agroalimentaire soit la variable d'ajustement d'un deal en direct avec l'agriculteur, parce qu'il y aurait un énorme problème d'investissement dans la chaîne alimentaire en France. Un mot peut-être sur l'Europe, Thierry Blandinière. On est en pleine tractation autour de la nomination des commissaires européens. Le précédent commissaire à l'agriculture, qui était un Polonais dont je ne m'aventurerai pas à dire le nom, n'était guère apprécié du monde agricole. Comment vous sentez les choses pour la nouvelle commission ? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience au niveau européen que l'agriculture et l'alimentation fait partie des enjeux stratégiques pour demain. On a vu la guerre en Ukraine, on a vu cette difficulté parfois de s'approvisionner. Donc garantir la souveraineté alimentaire, c'est au centre et au cœur du dispositif de la politique européenne. Donc j'imagine que le nouveau commissaire européen, on le souhaite, va s'emparer du sujet pour déployer cette nouvelle stratégie de produire plus, mieux et durable et de prendre en compte les grands enjeux sur comment mieux nourrir les Européens. Un tout petit mot sur Guillaume Darras qui vient de prendre la tête d'Auchan. Il était auparavant directeur général chez Teract. Il a été chez InVivo Retail. C'est bien, c'est toujours bien de filer des talents de chez soi aux autres. Comment vous voyez ça ? Qui aurait dit qu'un groupe agricole aurait fourni un talent dans la distribution il y a quelques années ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde est en train de changer. Ça veut dire que nous, on regarde effectivement la distribution, on essaye de comprendre le métier, recruter des talents, essayer de mieux travailler la chaîne alimentaire et la chaîne de valeur de la fourche à la fourchette. Donc voilà, on est ravis que Guillaume Darras ait repris de grandes responsabilités chez Auchan. Et on est aussi ravis que quelque part, il ait passé 5 ans chez nous. Merci beaucoup Thierry Blandinière d'avoir été avec nous, directeur général d'InVivo.